Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voici le 14e épisode de Balancer vos ondes positives et on démarre, comme d'habitude, avec la météo interne de chacun et de chacune. Alors, météo interne pour Rodrigo Benkens autour de la table. Quelle est ta météo Décalé. Sabine. Printanière. Sabine Vadebroek, merci. Édouard Mondron. Souriante. Alors, Nathalie Gilly. En écho, souriante. Moi, je me sens coquillage, très ouvert, comme ça. Ouvert, coquillage. Merci Pierre Chaudoir. Valérie Malice. Clochette comme le muguet. Clochette comme le muguet, merci. Comme la fée. Et moi, je suis enthousiaste ce matin. Merci d'être là. Et nous avons 4 mots aujourd'hui que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et le premier mot, celui qui ouvre le bal aujourd'hui pour ce BVOP, Balancer vos ondes positives, c'est Rodrigo Benkens avec le mot virgule. Tout est parti il y a un mois d'un défi que m'a lancé ma fille. Elle m'a dit t'es pas chiche de faire une chronique avec une virgule. Vous me connaissez, il ne faut pas me lancer ce genre de défi. Elle aurait dû le savoir. C'est parti. Alors ça a bien commencé. J'aime connaître l'étymologie des mots. Virgule du latin virgula, petite verge. Ça vient de là. Alors au-delà de l'étymologie, c'est quand même d'abord un signe de ponctuation qui indique une pause. C'est pas ce qu'on nous demande aujourd'hui. Saviez-vous que la virgule peut sauver des vies ? Et si on mangeait les enfants ? Et si on mangeait, virgule, les enfants ? Imaginez exactement la même phrase et ses conséquences avec ou sans la virgule. J'ai tué mon père. C'est pas la même chose que si je vais à confesse et que dis j'ai tué mon père. La virgule peut donner une toute autre image de vous. J'adore les vieilles pierres. Ou si je m'adresse à toi, j'adore les vieilles pierres. Mais comment il sait tout ça, quoi ? Alors, prenez votre bien-être dans la société. Il se sent bien seul. Ou il se sent bien, virgule, seul. Vous devriez développer votre culture générale. Si vous êtes à l'armée, vous devriez développer votre culture générale. Enfin bref, on peut continuer comme ça. Après ce podcast, Marc nous dit « Vous ne serez pas payé, virgule, comme prévu. Maintenant, enlevez la virgule, jackpot. Moins que prévu, mais on sera payé grand même. » À ma gauche, Pierre, oui. Chaudoir. À ma droite, Marc Vossen. Virgule. Pure fiction. Imaginez qu'un soit un génie et l'autre un cancre. Mais lequel ? C'est la présence ou l'absence de virgule qui va le déterminer. Pierre m'a dit 2 points, Marc est un génie. Pierre, virgule, m'a dit Marc est un génie. Oh, joli. Dans le langage écrit, c'est clair. Il y a une virgule ou il n'y en a pas. Dans le langage oral, ça peut être complètement différent. C'est le cas de certaines allégories grammaticales. Exemple, celle d'un écart de salaire entre celui qui dit « Je pars à l'île Maurice » et celui qui interpelle son ami en disant « Je pars à l'île Maurice ». Ou chez Maurice. Léon Paul Fargue, poète et écrivain français mort en 1947, disait « Le génie est une question de muqueuse, l'art est une question de virgule ». En clair, pas de virgule, pas d'art, point de virgule. Tiens, le point virgule, parlons-en. Le point virgule, ce signe de ponctuation qui remplaçait le point d'interrogation dans l'alphabet grec, a perdu de son prestige. Certains auteurs le détestent, d'autres l'adorent. Nous vivons dans un monde qui a perdu l'usage du point virgule, à moins qu'on ne sache plus l'employer. Nous parlons par phrases inachevées, avec 3 points de suspension. 3 petits points, sous-entendus, parce que nous ne trouvons pas le mot juste. Seule ou accompagnée d'un point, la virgule, pour qu'elle vive, il faut donc bien savoir où on veut la mettre. Comme nous, elle a des hauts et des bas. En haut, double, elle donne la parole, ce sont les guillemets. Simple, c'est l'apostrophe. L'apostrophe, c'est une virgule qui saute de joie. J'aime bien cette définition. Et si je devais recommencer cette chronique, je n'en changerais pas une. Virgule. Même un baiser peut être une virgule, un point d'interrogation ou d'exclamation, disait l'actrice et chanteuse française Mistinguett. En conclusion, la ponctuation. La ponctuation, c'est la respiration de la phrase, et la respiration, c'est la vie. Joli. Oh, ouais, bravo. Très il beau. peut rester, je trouve. Contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, il peut virgule, rester. Finalement. Comment est-ce qu'on découvre en fait un mot d'usage de la langue française d'une toute autre manière ? Et comment est-ce que cette ponctuation peut venir ponctuer nos vies de tous les jours ? Petit commentaire ? Voilà, je dis que je ne commencerai plus. Donc...
Moi, j'avoue, je suis une fan des 3 points de suspension. C'est pas que je trouve pas le mot, mais j'adore laisser les choses un petit peu planer. 3 petits points. Merci Nat. Oui, moi j'aime bien les points d'exclamation. Ça suspend toujours un moment aussi, quelque part, en disant, plutôt que le point d'interrogation, le point d'exclamation laisse un peu d'équivoque, virgule. Et alors il y a les entre parenthèses. Moi j'aime bien mettre sa vie ou mettre des choses entre parenthèses. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on met les choses entre parenthèses? Ça ne disparaît pas quand on écrit, mais ça peut disparaître quand on le vit. Je mets un moment entre parenthèses. Disparaît-il vraiment ce moment? C'est la question. Et j'aime bien en fait la manière d'utiliser ces ponctuations dans la langue française et dans la vie de tous les jours. Virgule, je ne l'avais jamais vu comme ça. La virgule, finalement, c'est l'art de prendre la pause. Quelque chose que nous avons à cultiver de plus en plus, je trouve. Oui. Mettre des virgules, en fait. Nourrir notre vie de virgules pour pouvoir faire des pauses. C'est joli, ça. 3 petites virgules. Oui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que tu as dit que virgule était l'équivalent d'un sexe chez un homme. Et pourquoi c'est au féminin? Ça devrait Alors il y a quand même quelque chose que tu dois commencer à apprendre, Pierre, avec moi. C'est que je suis responsable de ce que je dis, mais pas de la façon dont tu interprètes ce que je dis. Je te remercie. Mais il a commencé par ça, monsieur. Pas d'autres commentaires? Eh bien, pour moi, c'était du très grand Rodrigo. Et tu placeras ou pas la virgule. Et j'ai savouré parce que ça m'a rappelé certains textes de Raymond DeVos. Donc, merci. Merci, Rodrigo. Merci pour cette virgule d'ouverture de cette émission. On passe à un autre mot, évoqué par 2 des nôtres aujourd'hui, le mot festival. Sabine. Festival. J'ai choisi ce mot parce que la question qui me vient et que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir s'il existe beaucoup d'autres mots qui génèrent autant d'ondes positives que le mot festival. Pour commencer, le festival nous permet de célébrer. Et oui, cocorico, parce que la Belgique est une terre de festivals, et ce serait même le pays avec le plus grand nombre de festivals par habitant au kilomètre carré. Pas seulement des petits festivals, mais des festivals de renommée internationale, avec Rock Werchter ou encore Tomorrowland, qui a quand même été nommé pour la 3e fois consécutive meilleur festival de musique électro au monde. Cocorico 2 fois. Le mot festival met aussi largement les femmes à l'honneur, parce que figurez-vous que 66% des festivaliers sont en effet des festivalières. Et cela s'explique par le fait que les études englobent tous les festivals, y compris les festivals d'art et de culture, et que les femmes seraient, et oui messieurs, de plus grandes consommatrices d'art et de culture que les hommes. Cocorico 3 fois, oserais-je dire. Et puis le mot festival vous rend aussi polyglotte, parce que, attachez-vous bien, festival s'entend ou se dit festival en français, en néerlandais, en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en italien, en suédois, en norvégien, en polonais, en hongrois et même en russe. Petite nuance en finlandais où on parle de festivali. La nuance est faible et donc c'est de bon augure pour trouver le chemin d'un festival presque partout dans le monde. Enfin, le festival permet de s'évader et de voyager. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis promenée et j'ai feuilleté le catalogue de tous les festivals disponibles partout sur cette terre. Et j'ai trouvé des choses assez interpellantes. J'ai trouvé évidemment les grands classiques, avec les festivals de films, de théâtre, de musique, d'humour, de nourriture, avec la bière aussi, avec l'Oktoberfest en Allemagne. J'ai trouvé des festivals plutôt insolites et loufoques. Alors j'ai envie de partager, j'ai retenu un festival de roulés de fromage en Angleterre. J'ai retenu de Mulet Fest, j'espère que je le prononce bien, en Australie. Alors c'est un festival capillaire qui fait la promotion de la coupe mulet. Alors si vous ne la connaissez pas, visualisez, c'est la célèbre coupe du non moins célèbre Jeff Tuch, donc beaucoup de volume sur le dessus, de la longueur dans la nuque, des favoris et une belle moustache si possible. Alors c'est en Australie, mais il y a un peu des émules un peu partout dans le monde. J'ai trouvé la Cannabis Cup, aux Pays-Bas évidemment, où 2000 juges vont tenter d'élire les meilleurs plants de cannabis, les 5 meilleurs plants de cannabis. Alors j'aimerais entendre les arguments et le pour et le contre. Et alors véridique, j'ai trouvé le Near Death Festival en Espagne, qui, tenez-vous bien, accueille des personnes qui ont vécu une expérience de mort imminente, donc exclusivement ces personnes, qui, vivantes, sont amenées à l'église dans un cercueil. Ça ne s'invente pas, c'est véridique. Et puis je me suis arrêtée sur la liste des 20 festivals qu'il faudrait faire au moins une fois dans sa vie avant de mourir.
Et là, je me suis dit, mais tiens, si je voulais aussi créer un festival, puisqu'il y a tellement de festivals, qui s'appellerait évidemment le Festival des ondes positives, on va pas chercher très loin, quels sont les 3 ingrédients qu'il faudrait mettre dedans pour que ça marche? Et donc, ces 3 ingrédients que j'ai retenus, je vais vous les donner. Je vais juste spécifier avant que pour qu'un festival ait du succès, eh bien, plus les gens participent, d'une manière ou d'une autre, plus le festival a du succès. Alors ces 3 ingrédients, sans hésiter, sur la première marche du podium, le premier ingrédient, c'est la couleur. C'est un élément qu'on retrouve dans la quasi-totalité des festivals. D'ailleurs, le festival qui est sur la première marche du podium, c'est le Holi Festival en Inde, qui est le festival des couleurs, qui célèbre le triomphe du bien sur le mal. Et on voit tous les festivaliers s'asperger de couleurs très vives, donc de la poudre colorée, pendant toute la durée du festival. Donc si vous passez par là, prenez des vêtements que vous allez jeter, parce qu'en fait c'est irrécupérable. Mais donc voilà, festival de couleurs, le Holi Festival, c'est vraiment le festival qui arrive en tête de tous les festivals. Et cette couleur, on la retrouve aussi au Mexique, donc avec le Dia de los Muertos, au Festival des éléphants à Jaipur, en Inde, ou encore au Festival international des montgolfières à Albuquerque. L'ingrédient numéro 2, évidemment, c'est la musique. On ne peut pas faire un festival sans musique, mais attention, je mets une condition. Je renvoie à ma chronique sur le Feel Good Index. Si vous vous rappelez, c'est un index qui permet de définir si une musique a un caractère bonne humeur. Et je vous rappelle que les critères, c'est le tempo qui est plutôt rapide, mais aussi les mots positifs qui composent la chanson. Ce qui veut dire que j'exclus tout ce qui est électro, techno et jazz, puisqu'il n'y a pas de paroles. Donc, on ne peut pas mesurer l'index Feel Good de la chanson. Donc, la couleur, la musique. Et pour le 3e ingrédient, en fait, il y a débat. Et comme nous sommes une tribu, je vous propose de définir avec moi quel serait le 3e ingrédient. Et je voulais choisir entre les lumières, le feu, les espaces nature, donc il y a pas mal de festivals qui se déroulent en forêt, les sculptures et œuvres artistiques, plus elles sont grandes, mieux c'est, ou le côté je me salis, donc entendez par là se rouler dans la boue ou se lancer des tomates comme la tomatina en Espagne. Alors. Qui choisit quoi? Moi, le feu. Le feu? Moi, le feu. Feu et lumière, moi. Ouais. Moi, sûrement pas les lumières, parce que les lumières, c'est trop proche des couleurs. Donc, pour moi, il y aurait une forme de redondance. Et sûrement pas non plus de trucs dans la boue. La nature. Donc, la nature, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Valérie? La nature. Il n'y a pas une bière dans ton festival, quoi? Non, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de nourriture. Donc, donc la nature. Parce que moi, on y trouvera les baies. Il y a du mal, Marc? Le feu. Le feu. Ouais. Ouais, j'ai quand même vu des festivals de lumière, ça n'a rien à voir avec les couleurs. C'est souvent dans la forêt avec des jeux de lumière. Moi, je prends les lumières. Ok. Merci Sabine. Eh bien, je propose qu'on revienne tout de suite et on enchaîne avec Pierre qui abordait aussi le mot festival. Ouais, c'est elle qui me l'a piqué, c'est un signalé. C'est les Amérindiens. Les Amérindiens, je rappelle, qui ont un rite de la quête de vision, généralement précédée d'un jeûne et par l'absorption d'antéogènes. Théogène. Antéogènes, ce sont des puissants psychotropes, on y arrive. Antéogène. Antéogène. Okay. Et la quête de vision est pratiquée par presque tous les peuples amérindiens. Je dis amérindiens parce qu'on dit indien, on se retrouve à New Delhi, des grandes plaines afin d'obtenir la sagesse, ou le pouvoir du monde des esprits par le biais de la vision. Alors, elle est considérée comme un rite de passage, étant une exigence pour les adolescents et hommes et femmes, comme une préparation à la guerre, comme une pratique chamanique et comme une consultation spirituelle à des moments importants de la vie personnelle ou communautaire. Une forme de nouvelle vie, en fait. Une nouvelle naissance. Nous, notre nouvelle naissance, on s'en souvient tous, c'est notre premier festival, bordel de cul, dans lequel on a été un peu... Je suis trop vieux pour Woodstock, on s'en rappelle, qui était l'élément déclencheur stupéfiant. Dans tous les sens du terme. Woodstock, quelle année? On était en quelle année? 69. 69, mois d'août. Mais notre plat pays n'est pas resté en reste, puisqu'il y avait un festival à Amougy, près de Mons. Plus ou moins 100 000 personnes au mois d'octobre. C'est le Woodstock oublié. Il y a un très beau podcast sur Radio France qui est magnifique, où il y a quand même Pink Floyd qui est monté sur la scène, ou Frank Zappa. Amougy, près de Tournai. Près de Tournai. De la ville où je suis né, voilà. C'est pas loin de où je suis né. Non, c'est vraiment... tout le monde est passé à côté, mais ça existait. Il y a encore quelques vieux qui souffrent de ça. Il y avait en 2019, 50 ans de Woodstock, il y avait une exposition faite par ING, Place Royale. Ils diffusaient des images de Woodstock. On est resté dans des poufs. Des poufs sont des trucs dans lesquels on se pose, pas le malentendu. Et on est resté pendant 2 heures avec 3 autres personnes que je ne connaissais pas, et on pleurait tous sans comprendre pourquoi.
J'ai revu une personne, pourquoi tu pleurais? Parce que c'était juste dingue, juste qu'on aurait voulu le vivre. Des gens qui étaient tous beaux, qui avaient s'amuser dans un esprit absolument incroyable. Donc les hasards de la vie ont fait que ma curiosité contagieuse de ma bande, on m'a emmené à découvrir Torhout et Werther. Je rappelle, c'était, je crois, Torhout le samedi et Werther le dimanche. C'était à la mer, après d'Ostende, avec, dans un endroit, dans un truc absolument délirant. J'ai découvert à 11h du matin Style Council, que j'ai adoré. Style Council, ouais. Et qui à 11h, c'est pourquoi ce mec joue là, il devrait jouer à 10h. Donc en général, le dernier start, tous les autres sont plus, parce que la lumière, ben, ça donne pas beaucoup à boire. On était plutôt, on découvrait un peu tous les psychotropes, endogènes. Donc on fumait des pétards à l'époque, j'ose l'avouer. J'ai présenté la première fois le festival de Douvres, tout le monde avait de la boue jusqu'au cou. Tu as présenté Douvres? Oui, 200 personnes sur scène. J'étais tellement... Sur scène? Oui, je n'ai jamais osé facturer. J'avais pitié d'eux. Ah, mon Dieu, ça va être la première et dernière fois, je l'aurais fait, mais finalement, on voit que ça a quand même extraordinairement bien marché. Et tu l'as refait ou pas? Oui, je suis retourné, avec, voilà, pour rechercher mon neveu qui avait trop fumé. Et le North Sea Festival à La Haye, donc un festival de jazz absolument extraordinaire, avec un ami qui est plus parmi nous, mais qui m'a emmené là-bas. Et puis, on avait une collaboratrice dont le mari, c'est Patrick Wallens. On s'est trouvés impliqués tous dans la couleur café, qui était une tendance absolument incroyable. On s'en souvient à l'époque, Tour et Taxi, qui n'est pas le Tour et Taxi d'aujourd'hui. Les Franco, parce que moi je suis du coin, et ils sont tous venus chercher. Ils m'ont demandé de tenir un bar, je me demande toujours pourquoi. Nous pas. J'ai découvert avec Peugeot, I Love Techno, à Gand, qui était un truc incroyable dans l'ami Bruno Skjöbrook. Et puis le Tomorrowland, où j'étais faire une dynamisation. C'est le premier, je connaissais les frères Berslacker avec Antwerp is Burning. Et là, je me dis, je vais quand même y retourner le lendemain. Et c'était surprenant. Je ne suis pas du tout techno, mais j'étais pris par l'ambiance. Je n'ai pas loué de costume de lapin rose, mais j'ai trouvé ça fantastique. Et j'ai mon ami Jackie aussi, un village à Bourgeois, près de Lannes. Je dit, on va faire un petit festival. On était 100 la première année. Je crois que chaque année, maintenant, il y a plus de 7000 personnes qui viennent et il y a des trucs incroyables. Alors, le festival, c'est le moment de liberté totale. La découverte de l'inconnu et de ses interdits, bien sûr. Un côté Peter Pan. C'est la première fois on se sent vraiment libre en découvrant des gens qui sont zarbis et bizarres, de survol d'excès un peu grégaire. On observe, on vole un peu chez tout le monde. On change, on mue, on fait l'amour avec la musique et avec une inconnue qu'on ne reverra plus jamais dans sa vie, dans une tente pourrie qui n'est pas la nôtre. On découvre la drogue, le pogo, la vie, quoi. Et puis, reconnaître que le premier festival, on a un peu menti quand on disait je vais chez mon copain parce qu'il y a un truc, mais on allait se foutre la tête en l'air dans un festival. Et puis, le mot festival est dans nos têtes un truc zarbi, avec des gens zarbis, des gens bizarres. Un patchwork de fatras, plein de gens qui poursuivent le même but, faire de l'art. Et l'art, je dis souvent, c'est finalement un truc que l'on fait sans personne voulait demander de le faire. Et puis tenter l'expérience. Sabine vous a donné beaucoup d'endroits où aller, mais allez vous éclater dans un festival. Et puis le premier festival qui allait vers chez nous, ceux qui étaient à la côte belge, c'est le festival du littoral. Ce n'est pas ce camion qui passait avec le chip Samo. Il y avait des jeux, je crois qu'il y avait Yann Tess. C'est ça notre premier festival. Et puis après, on a appris que les autres festivals, c'était de la dure, quoi. Merci Pierre et Sabine. Alors le festival, ça évoque quoi chez les uns et chez les autres? Édouard? Ça évoque la célébration de la vie en fait. Je trouve que vous l'avez bien amené tous les deux et danser, oublier, rêver, se connecter sans mental mais juste par la vibration de la musique et ce que tu as amené au début de ta chronique Pierre, le côté un peu ritualisé aussi de certaines connexions qui je trouve sont un petit peu oubliées mais en underground les gens reviennent à se reconnecter à ce genre de choses. Merci Edouard. Moi, ça me donne envie de faire le festival dans ma cuisine tous les jours. Quoi, tu vois, tu mets la radio à fond et puis vas-y. Quoi. Festival de pâtes, festival de pommes de terre, festival de chips. Oui, mais c'est vrai que le mot festival est aussi utilisé de temps en temps dans la cuisine. Bien sûr. J'ai déjà entendu ça, la cuisine. Un joueur de foot fait un festival. Un festival, c'est un florilège en fait. C'est un florilège, exact. Et puis il y a ce côté fanfare qu'on avait évoqué déjà. Je trouve que festival, c'est rarement. On a pas beaucoup de festivals de la mort en fait, donc à part le tien, Sabine, mais voilà. Oui, j'étais surprise que ce soit un festival. Le Dia de los Muertos au Mexique, c'est un festival. Peut-être que c'est la fête. Oui, la fête, la mort est une fête. Ils sont bizarres avec la mort, tu sais, les Mexicains. Le carnaval de Venise aussi. Mange une fois mexicain, tu comprendras pourquoi ils parlent de la mort tout le temps. Non, mais encore une fois, le fait de mettre en place quelque chose et de rendre, c'est Brel, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous, je veux qu'on rit, je veux qu'on danse quand on mettra dans le trou. On fait la fête. La mort, pour moi, ne doit pas être lugubre. D'ailleurs, j'ai déjà dit à
tous les gens qui me connaissent d'un petit peu près que je leur demandais de s'habiller en couleur pour venir à mon enterrement, quoi. Oui. Ben, le festival, en fait, c'est dans tous les jours de notre vie. Si on pouvait se lever le matin en se disant vers quel festival est-ce que je vais aller aujourd'hui ? Quel est le festival que j'organise pour moi aujourd'hui ? Quel est le festival que j'organise pour chacun d'entre nous ? Exactement. Imaginez ce mot festival au lever du matin, au lever d'ailleurs de l'après-midi aussi, au lever du soir. Toute la journée. On voit qu'il est rentier. Le mot est juste. Merci beaucoup Sabine et Pierre, merci pour ce mot festival. Alors nous avons le dernier mot d'aujourd'hui, Valérie, et le mot c'est fragile. Fragile se dit de quelque chose qui se brise, se casse facilement en parlant d'un objet, tel un vase fragile. Se dit aussi de quelqu'un qui a une constitution faible ou qui manque de résistance morale. Un enfant ou un collègue, fragile. Et enfin, ça peut aussi qualifier quelque chose ou quelqu'un qui est facile à ébranler. Une autorité fragile. Fragile représente bien ses origines puisqu'étymologiquement, il prend naissance dans la langue latine en dérivant de frangere, qui signifie briser. Souvent, mon regard verra dans la fragilité une faiblesse, que j'ai tendance à opposer à solidité, ténacité, résistance. Pourtant, il est de cet art japonais que l'on appelle le kintsugi, qui nous invite à poser un autre regard sur la fragilité. Le kintsugi, c'est une technique de réparation de porcelaine ou de céramique brisée au moyen de laque et saupoudrée de poudre d'or. Le bris de l'objet ne signifie plus sa fin. Mieux encore, en mettant en avant les fêlures, il y a une mise en avant du passé, de l'histoire, des accidents éventuels et de la force à reconstruire. Fragile et solide à la fois. Fragile par son histoire, solide par la réparation. Fragile et solide à la fois. Telle l'épaule dans la chanson de Goldman Jones, Je te donne. Le saviez-vous ? Cette chanson est écrite en 1985, suite à la percée du Front National lors des élections européennes de 1984. Selon l'histoire expliquée sur le site de Nostalgie, très, très bon. Je cite mes sources. Avec Je te donne, les deux hommes décident d'écrire un hymne sur les bienfaits du métissage et l'importance du multiculturalisme dans notre société. Une invitation au métissage dans nos sociétés, dans nos organisations, dans nos familles et au sein de qui nous sommes, en accueillant l'autre et soi-même dans nos dualités, nos paradoxes, nos incongruences. Pour moi, c'est une invitation à accueillir mes fragilités, à vous dévoiler mes vulnérabilités et parfois à vous demander en toute humilité de l'aide et d'oser ce « j'ai besoin de toi ». Oui, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vous, pour qu'ensemble, nous préservions ce monde fragile et solide à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences. Merci Valérie. Moi j'aime bien cette phrase de la chanson, on n'est pas allé jusque-là, qui dit « Je te donne mes défauts, tous ces défauts qui sont autant de chances ». Oui. J'aime bien cette façon de voir les Quels sont les défauts qui sont une chance pour vous, chez chacun d'entre vous? Moi, le côté critique. Le côté critique. Ouais, je suis critique, Okay. et donc ça m'est utile à certains moments. Oui, on est d'accord. Moi, je dirais mon autoritarisme. Ok. Pierre? Je dirais non, j'ai le côté effectivement, être parfois dans un monde dans lequel être gentil est presque une tare parfois. Okay. Donc, ou empathique, ou bienveillant. Ok. Et moi je dirais le perfectionnisme. C'est quoi? Qui est un défaut et... Oui, mais encore une fois, de ces... classique. Ouais. Mon côté très direct. Direct. Rodrigo? Ouais, je suis pas loin de toi, l'exigence. Ce mot fragile, en fait, c'est le mot le plus philosophique que j'ai entendu depuis le début de cette saison 2, après philosophie, évidemment. Mais c'est très interpellant, parce que c'est quelque chose... je pense que plus des gens ont une forte personnalité, plus ces personnes ont un problème à montrer leur fragilité. Bien sûr. Et donc c'est une vraie interpellation et une vraie introspection. Et je pense que la fragilité, c'est pas des chroniques qu'on devrait faire, même si la tienne était magnifique, mais on pourrait écrire des livres et des livres et des livres à partir de ce mot-là.
Moi, j'ai une remarque à faire. Le côté fragile est toujours montré avec un verre. Il est toujours vide, ce verre, en fait. Mais avec toi, il est toujours à moitié. Il est plus à moitié plein qu'à moitié vide. La notion de fragilité, elle me fait rebondir assez facilement vers la vulnérabilité. Il y a un très chouette bouquin qui s'appelle La puissance de la vulnérabilité de Brené Brown, où ça demande beaucoup de courage, en fait, de se montrer vulnérable dans nos sociétés où avec nos sourires de façade, où on croit qu'on est justement en perfectionnisme et qu'on devrait l'être. Oser demander de l'aide, c'est, je pense, une des plus grandes qualités d'être humain, et d'oser la curiosité, en fait, parce que derrière la vulnérabilité, en fait, c'est une notion de je ne sais pas. Et on est avec nos démons intérieurs, comme quoi on devrait tout savoir, et que c'est ça qui aussi amène pas mal d'ombre sur l'humanité, quoi. Merci Édouard. Nat ? Et en écho à cette chanson que j'aime beaucoup aussi, et à l'éloge de la mixité, n'en déplaise à celles et ceux qui prôneraient une espèce de pureté, le métissage est meilleur pour la continuation de la race. Plus on se mélange et plus nous devenons solides. Donc, mélange nos fragilités, nous en serons plus solides. Je propose que ce soit le mot de la fin pour aujourd'hui. Pas mieux. Merci beaucoup, merci à tous, à la semaine prochaine. Bye bye. Salut tout le monde, ciao. C'était un festival aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. BVOP revient la semaine prochaine avec notamment le retour de Vince Canté. Pour ne rien rater de nos aventures, abonnez-vous sur Spotify ou sur YouTube, balancez vos ondes positives, ou alors suivez-nous sur Instagram, bvop.podcast, ou encore sur la page Balancez vos ondes positives sur Facebook. Et n'oubliez pas, même si la vie est complexe, n'arrêtez pas de balancer des ondes positives autour de vous.